je suis très heureux et je profite pour remercier Gilles Bloch qui n'est pas là, mais ses représentants de m'avoir confié cette petite mission, si je peux dire, de vous introduire. Je crois que Gilles Bloch aurait été très heureux de le faire à ma place, bien évidemment. Mais enfin, je suis un des responsables d'établissement de l'Université Paris-Saclay. Et en plus, j'ai l'affreux défaut, Daniel Mercure, de faire des sciences humaines et sociales, d'être sociologue et de m'être intéressé un peu au travail. Alors vous voyez, a priori, j'avais un peu le... Voilà. Souligner, et ça c'est pour plus largement l'importance que revêt pour nous ce programme de chaire Jean d'Alembert qui associe l'IEA, l'Institut d'études avancées de Paris et l'Université Paris-Saclay. D'abord parce que c'est la suite d'une collaboration que mon établissement avait nouée avec l'IEA de Paris depuis sa réinstallation ici, et le souhait surtout, peut-être surtout et davantage, de l'Université Paris-Saclay d'avoir et d'incarner une ambition en SHS et une ambition au niveau international. Et quand on parle outils d'excellence en SHS, quand on parle attractivité, quand on parle lieu de fertilisation croisée des chercheurs de manière libre et intelligente, aussi de réticulation sur l'ensemble de l'Île-de-France et d'internationalisation des SHS, eh bien, on n'a pas de meilleur outil que l'IEA. Donc je suis vraiment je pense que nous sommes, je pense, avec mes collaborateurs de Paris-Saclay, très heureux de cette opportunité. Évidemment, et sans égotisme excessif, le choix du premier titulaire me ravit, mais je pense qu'il me ravit parce que c'est une thématique que vous abordez, le travail, qui est une thématique transversale en généralité, j'ai envie de dire, bien sûr, mais transversale aux recherches en SHS à l'Université Paris-Saclay. J'ai vu d'ailleurs, puisque vous avez eu la gentillesse de m'envoyer vos slides, que vous mentionniez votre association au laboratoire Printemps et au centre Pierre-Naville. Donc il n'y manque que quelques laboratoires pour couvrir presque ces deux pôles de l'université et qui s'intéressent au travail. Voilà. Vous avez de très nombreuses qualités, Daniel Mercure. Vous avez publié plus d'une quinzaine d'ouvrages. Vous avez publié un grand nombre d'articles qui portent tous plus ou moins sur le changement contemporain du travail, selon cette perspective que je pense on peut apprécier parce qu'elle est interdisciplinaire, c'est-à-dire socio-économique, si vous me passez cette expression, et l'importance que vous accordez à l'étude des formes de flexibilité, aux régimes managériaux, et je crois que c'est un point sur lequel vous allez insister, au régime de mobilisation de la subjectivité au travail. Voilà, vous avez eu de très nombreuses responsabilités disciplinaires et internationales. Je souligne en particulier votre présidence de l'Association internationale des sociologues de langue française, mais bien d'autres également. Et évidemment, vous avez été invité de très nombreuses institutions, pour ne citer que les institutions françaises, l'Institut d'études politiques de Paris, mais aussi vous avez été fellow des grandes universités internationales, que ce soit à Louvain, Harvard, Oxford, en Californie, à Genève, je vois au Lest, oui c'est ça, au Lest, hein, qui est un très bon, un des rares laboratoires français à faire de l'économie et de la sociologie avec le Clercé à Lille, donc c'est quelque chose auquel on peut être très attaché. Et puis également à l'Institut européen de Florence, donc voilà, vous êtes... bon, je peux vous dire combien est-ce que nous sommes sensibles dans la communauté de recherche que moi je connais, on a parlé du centre Pierre-Naville, du Printemps, j'aurais pu ajouter l'IDHES et plus largement en Île-de-France, à l'étude de la recomposition du modèle salarial, à l'étude des carrières nomades, des boundaryless careers, comme on dit en Amérique du Nord, à l'expérimentation sur le droit du travail. Alors moi je suis chef d'établissement, donc c'est mon quotidien, les expérimentations sur le droit du travail. Enfin mon quotidien, parce que c'est l'environnement aujourd'hui de tout responsable, y compris dans une fonction publique, et une fonction publique, Dieu sait si la fonction publique française est normée. Évidemment des formes nouvelles comme l'auto-entrepreneuriat, comme les nouvelles formes de management, qui, ça aussi d'ailleurs c'est mon quotidien, figurez-vous, valorise, organise, exploite l'autonomie des salariés. Voilà. Donc ce sont des choses qui visent à articuler la productivité des organisations et la réalisation de soi, et la capacité de projeter vers l'avenir à la fois les institutions et les personnes. Donc j'ai eu la chance déjà d'introduire le colloque que vous aviez organisé, et j'ai malheureusement pas pu le suivre en entier, mais en voyant le programme, j'avais le sentiment qu'on pouvait être coincé entre un node un peu pessimiste à la subordination absolue des travailleurs par la ruse ultime du management, et puis de l'autre côté la valorisation de la virtuosité du travailleur habile, je pense au modèle à la Menger, on va dire, qui vont s'en sortir
par une requalification de leurs préférences subjectives en un moteur de leur carrière. Voilà. Donc j'ai eu le sentiment que vous placiez toutes ces questions dans un paysage plus vaste, international aussi. Donc je crois qu'il est particulièrement important que nous puissions le partager avec vous. Voilà, je vous remercie. Merci de me donner la parole pour compléter ce qui vient d'être dit. Donc j'interviens ici au nom des deux laboratoires qui ont été évoqués précédemment, à savoir le Centre Pierre Naville de l'Université d'Évry et l'unité mixte de recherche CNRS et l'Université Versailles-Saint-Quentin, Printemps, profession, institution, temporalité, en représentant ici à la fois les deux laboratoires, pardon, dans la mesure où Laurent Villemez est actuellement en déplacement. Et les choses étant bien faites, il est au Canada au moment où Daniel Mercure intervient à Paris. Donc je voulais simplement, sans prendre trop de temps, dire combien c'est un plaisir et un honneur pour moi d'introduire cette conférence inaugurale, en précisant que nos deux laboratoires de sociologie, le Printemps et le CPN, ont beaucoup de points communs, de points d'intérêt avec les travaux de Daniel Mercure. Nous partageons avec lui en particulier de nombreuses interrogations et hypothèses sur les changements du contenu et de l'organisation du travail, sur l'avenir du salariat et plus largement de l'emploi, sur les évolutions du management et du régime de mobilisation des salariés, sur la nature et les effets des mutations du système d'emploi. Et pour illustrer la proximité que nous pouvons avoir de ce point de vue-là, je voudrais rappeler simplement que lors de la journée organisée ici même par Daniel Mercure le 24 mai, et dont il a été question il y a un instant, qui portait donc sur les transformations contemporaines du rapport au travail, et non pas seulement du travail, trois des collègues de nos labos étaient intervenus, puisque ça avait été le cas de Laurent Villemez, ainsi que de Jean-Pierre Durand et Stéphane Bouquin, les deux collègues qui m'ont précédé à la direction du CPN. Et cette journée du 24 mai, en l'évoquant, me donne aussi l'occasion de saluer non seulement l'intérêt scientifique des travaux de Daniel Mercure, mais également ses qualités organisationnelles et son implication forte dans la coopération internationale. Et c'est un élément qui nous est commun, si je puis dire, puisque nous avons la volonté de développer ce type de partenariat dans le cadre notamment du projet de Paris-Saclay. Il nous semble effectivement important de souligner la place, de donner la place qui lui est due à la sociologie et plus largement au SHS dans ce projet de Paris-Saclay, auquel nos deux laboratoires entendent contribuer, notamment à travers ce type de manifestation. Voilà, je n'épilogue pas davantage. Je pense que nous sommes tous impatients d'entendre l'intervention de Daniel Mercure, dont je ne doute pas qu'elle sera d'une grande richesse. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée et merci d'être ici. Monsieur Zalliot, représentant de Paris-Saclay, chers collègues, distingués invités, chers collaborateurs des deux laboratoires auxquels je participe. Donc, je tenais à remercier l'Université de Paris-Saclay, notamment la chaire Jean d'Alembert, et évidemment l'Institut d'études avancées de Paris, de même que mes collègues du Centre Pierre Naville et du Laboratoire Printemps, soit deux centres d'excellence en recherche qui relèvent de l'Université de Paris-Saclay et avec lesquels je collabore. Durant les 30 minutes qui me sont imparties, je vais modestement tenter de résumer, c'est le moins qu'on puisse dire, les principales transformations du monde du travail dans nos sociétés occidentales depuis une trentaine d'années. De fait, comme vous le savez, au cours des dernières décennies, de nombreux changements économiques, politiques et culturels ont bouleversé la nature du travail, la manière de l'organiser, ainsi que la relation d'emploi, soit un ensemble de mutations qui ont induit un profond changement dans nos manières de travailler, mais aussi dans les manières dont les entreprises s'emploient à mobiliser leurs employés et leurs cadres. Je commencerai par rappeler les grands changements d'ordre structurel au cours des 3 dernières décennies. Ils seront en fait uniquement évoqués. Puis j'examinerai les modifications du travail issues des nouvelles stratégies et pratiques d'entreprise durant la période en question.
Enfin, je présenterai quelques observations sur les nouvelles formes de mobilisation des ressources humaines, notamment de mobilisation de leur subjectivité aux fins de l'innovation et de la valorisation du capital. Et dans ce dernier cas, mon propos se limitera au secteur porteur de la nouvelle économie. Alors, commençons par un simple rappel. Le fond de scène. Premièrement, si on essaie d'examiner ce fond de scène, je pense qu'on peut retenir 5 éléments clés. Et le premier, c'est à peu près le suivant. Nous sommes passés, me semble-t-il, au cours des 30 dernières années, d'un capitalisme de type industriel et techno-entrepreneurial à un capitalisme de type cognitif et de l'innovation. Avec, il est vrai, une main-d'œuvre de plus en plus qualifiée, mais dans le cadre d'un marché du travail très segmenté, dans lequel les écarts entre les emplois qualifiés et peu qualifiés se sont accrus. Dans le cadre aussi d'une relation d'emploi qui s'est fortement modifiée, dans le sens d'une plus grande instabilité et vulnérabilité. Bref, un capitalisme à dominante cognitive et actionnariale, du moins dans les secteurs de pointe, mais avec une segmentation accrue de l'emploi, donc avec des gagnants, mais aussi avec des perdants. Deuxième élément du fond de scène, on le vit au quotidien, c'est un ensemble de changements techniques et technologiques qui vont de l'automation au numérique et de celui-ci à l'intelligence artificielle, le tout sur une période très très courte. Troisième élément important à considérer, c'est le retour en force de l'économie de marché comme modèle idéal de développement à la suite, entre autres, des crises de gains de productivité et des révolutions conservatrices, notamment thatcheriennes et reaganiennes, selon des modalités qui favorisent la promotion d'une société contractuelle qui s'éloigne de plus en plus de la relation d'emploi traditionnelle. Dans un contexte de mondialisation accrue de l'économie, mondialisation caractérisée par la libéralisation des marchés, des devises et des mouvements transfrontaliers de capitaux, puis par un mouvement de privatisation assorti de regroupements industriels et financiers majeurs, et enfin par une déréglementation progressive dont on a vu les effets lors de la crise bancaire de 2007-2009. La mondialisation s'étend donc désormais à tous les secteurs, ce qui se traduit par une nouvelle forme de division internationale du travail, dans un contexte où les exigences de compétitivité sont de plus en plus vives et les pressions en vue d'accroître l'intensité du travail et la rationalisation de celui-ci de plus en plus élevées. Autre changement fondamental, la croissance continue du secteur des services et une forte désindustrialisation. En fait, nous vivons dans une société où la relation de service est devenue très importante, cependant que l'activité de travail est de plus en plus informatisée et que la relation à l'autre est de plus en plus virtuelle. Ajoutons, comme autre ligne de fond, une forte transformation de la composition de la main-d'œuvre, plus féminisée et plus instruite, ce qui ne signifie pas que les emplois sont tous plus qualifiés. Ajoutons d'importants changements démographiques, notamment un fort renouvellement de la main-d'œuvre en raison des départs à la retraite des baby-boomers, phénomène qui va s'accentuer. Le vieillissement de la population, pour sa part, se traduira par une diminution de plus en plus importante du taux global d'activité, soit le pourcentage de la population active en regard de la population âgée de 15 ans et plus, d'où des pressions grandissantes afin d'accroître les gains de productivité de ceux qui seront au travail et qui devront consentir à soutenir financièrement davantage d'inactifs consommateurs de soins de santé de plus en plus coûteux. Ces changements sont liés à des transformations majeures. Elles ont été accompagnées de nouvelles logiques d'entreprise qui s'inscrivent dans ce cadre général, ce fond de scène. Les entreprises se sont orientées vers une quête globale de flexibilité. Celle-ci mérite d'être analysée et je pense que 4 éléments clés pourront être considérés. En préalable, ces changements que je viens d'évoquer, sans tracer des liens d'intercausalité, ont eu
des effets au niveau macro-sociologique. Je vais donc m'arrêter rapidement sur les effets macro-sociologiques pour ensuite descendre dans les dynamiques même d'entreprise. S'agissant des effets macro-sociologiques, nous pouvons penser que ces nouvelles dynamiques du travail sont mieux compréhensibles si on se réfère à la période dite des 30 Glorieuses, c'est-à-dire des années 45 à 75, qui a façonné la plupart des institutions qui ont été remises en question au cours des 30-35 dernières années. Cette période de notre histoire, dénommée des 30 Glorieuses, a été marquée par un mode novateur de régulation de nos sociétés qu'on appelle techniquement la régulation fordiste. C'est en gros l'école régulationniste, qui est une école française d'ailleurs, qui a développé avec beaucoup de détails ces transformations. D'abord, on peut dire qu'il y a 3 éléments clés. D'abord, les nouvelles exigences du marché ont modifié la logique traditionnelle de production de masse au profit de la production flexible. C'est une première tendance macro-sociale. La production de masse se distinguait par la fabrication en série de biens standardisés à l'aide de chaînes d'assemblage alimentées par des travailleurs peu qualifiés. On était alors en présence d'un travail taylorisé, parcellisé, un travail souvent peu satisfaisant du point de vue de son contenu, mais néanmoins satisfaisant en ce qui avait trait au salaire et aux liens d'emploi. De fait, le Fordisme a tiré par le bas les prix des objets de consommation, a favorisé l'essor des classes moyennes, a favorisé l'essor de la consommation et a aussi favorisé l'essor d'une culture matérialiste. Deuxième élément, deuxième ligne de fond, la crise de la croissance, la hausse du loyer de l'argent, qui est un phénomène majeur, qui commence dans les années 75 avec la période inflationniste, le contrôle des prix, et 79-82, où les taux atteignent les 18, 20, 21, 22. C'est une récession, cette période, une récession au sens économique du terme, mais c'est une véritable crise pour les entreprises qui se retrouvent avec des inventaires qui coûtent une fortune. Mais une crise aussi pour l'État. Donc, crise de croissance, hausse du loyer de l'argent durant la période des années 70 jusqu'aux années 80, tout ça, ça s'est traduit par une crise des finances publiques et la remise en question de l'État-providence. Ce qui a été ébranlé, c'est l'accroissement assez rapide du niveau de vie de la population et l'essor de l'État-providence. Autrement dit, un régime d'accumulation de la richesse qui se caractérisait par l'augmentation du pouvoir d'achat des salariés et la mise en place de mécanismes étatiques de redistribution de la richesse, particulièrement, comme vous le savez, par la voie de différents programmes de sécurité sociale et de soutien aux revenus, garants d'une société plus juste et qui subissent des coupures dans à peu près tous les pays occidentaux. Troisième élément, la crise de l'emploi et de la relation d'emploi, de même que l'essor de la sous-traitance, qui sont des réponses sous la forme de flexibilité numérique de la part des entreprises, à ces exigences de rendement et qui renvoie donc finalement à une remise en question de ce qu'on appelle le lien salarial ou la société salariale. L'essor de l'emploi atypique, l'essor du taux de chômage dans certains pays, l'essor des contrats à durée déterminée et ainsi de suite, tous ces éléments nous renvoient à une remise en question de la société salariale, soit un rapport fondé autrefois sur un contrat de travail à long terme, la présence de garanties d'emploi et la progression des salaires au rythme des gains de productivité, ce qui est de moins en moins le cas. Ce système de relations reposait pour l'essentiel sur la redistribution partielle des gains de productivité dans le cadre de négociations qui anticipaient les gains. Dans cette dynamique de remise en question de l'emploi, les syndicats ont été sérieusement ébranlés, d'autant plus que ce sont leurs secteurs clés, notamment les secteurs du secondaire, qui ont connu les plus fortes baisses d'emploi. En somme, ce qui a été remis en question, c'est un système de régulation de la société qui, en gros, reposait sur une relative intégration entre le marché du travail et le système de protection sociale. Alors, comment cela s'est-il passé dans les milieux de travail? Donc, allons un petit peu plus près des réalités vécues et essayons de reconstruire historiquement ce qui s'est produit. Pour l'essentiel, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est au milieu des années 70 que l'ancien modèle de travail a été sérieusement remis en question.
À cette époque, les principaux pays industrialisés ont dû surmonter de nouvelles pressions économiques, d'abord liées au choc pétrolier de 73-74, 78-79, ainsi qu'à une récession économique en 79-82, puis liées également à l'intensification de la concurrence en provenance des pays asiatiques, la diversification de la demande, la hausse des exigences de qualité, l'essor de nouvelles techniques et technologies, de l'information et des communications, de même que la mondialisation croissante des marchés se sont alors ajoutés à une dynamique économique déjà ponctuée par de nombreuses turbulences. Aux problèmes donc de compétitivité des entreprises se sont ajoutés, en plus, une forte défection de la main-d'œuvre à l'endroit des anciennes formes d'organisation du travail. Si on examine les choses d'assez haut, on se rend compte qu'il y a eu alors une transformation des stratégies d'entreprise que l'on peut étaler sur une trentaine d'années. Dans mes travaux antérieurs, j'ai proposé le terme d'impartition flexible pour caractériser le développement rapide de l'ensemble des nouvelles formes de flexibilité déployées par les entreprises depuis le début des années 80 jusqu'à aujourd'hui. Au cœur du processus se trouve l'essor de pratiques d'externalisation du travail, donc l'impartition, au sein de laquelle on retrouve la sous-traitance, etc. Donc, spécialement, au sein de l'impartition, les pratiques qui ont trait aux nouvelles formes de sous-traitance. Mais aussi, impartition flexible, mais aussi une vaste quête de flexibilité tous azimuts, fondée sur une vision d'abord ultra-libérale, puis néolibérale. Pour les entreprises, les nouvelles formes de flexibilité signifient l'accroissement de leur capacité d'adaptation aux nombreuses fluctuations du marché et aux formes variées de la demande. Mais pour les travailleurs, les politiques d'impartition flexible ont souvent eu pour effet de multiplier les pratiques de sous-traitance, de diversifier les statuts d'emploi, d'accroître le travail précaire, d'accroître de manière concomitante aussi la polyvalence des tâches et l'intensité du travail. Je pense que l'examen des nouvelles dynamiques d'impartition flexible auxquelles je vais me livrer dans quelques instants nous permet de comprendre les grandes transformations du monde du travail, les grandes lignes directrices de ce qui s'est passé. Ce que je résume en deux axes, les nouvelles logiques de production et l'effritement des protections sociales. La première vague de changement était enthousiasmante, magnifique. Cette première vague a touché les changements techniques, nos manières de produire, et ensuite la polyvalence du travail. Ce sont les années 80, on est tous enthousiastes. La flexibilité technique se développe avec de nouveaux outils, production plus souple. Elle se caractérise par l'introduction de techniques de production facilement adaptables en vue de modifier rapidement une ligne de production et de fabriquer une plus grande variété de produits, les modèles de production au Japon, et de les fabriquer en petites séries, en plus. Il s'agit de dépasser les limites de la chaîne de production traditionnelle par l'installation d'équipements polyvalents et automatisés qui permettent la fabrication en petites séries et l'adaptation des produits aux variations de la demande. Certains chercheurs, les collègues américains Pierre et Sabel, par exemple, ont parlé de spécialisation souple. C'est un nouveau modèle qui naît. La robotisation du travail, la bureautique, l'informatisation de la gestion des approvisionnements et des inventaires ont été au centre de ce changement. Des nouvelles pratiques visent à ajuster les coûts d'approvisionnement aux variations du marché. Donc, c'est le just-in-time qui va se développer, évidemment. On a eu avant ça les fusions d'entreprises. Avec les fusions d'entreprises, la sociologie du travail s'est mise à étudier l'identité au travail. Ensuite, avec la production en visant à limiter les inventaires et à développer le flux continu, on est entré dans toute une série de pratiques autour du just-in-time. Donc, vous voyez, ajuster les coûts d'approvisionnement aux variations du marché afin que la production soit en réactivité continue avec la demande. Donc, production en flux tendu, mais aussi travail en équipe. Le cas de l'industrie automobile est le cas typique. Et puis, avec l'approvisionnement juste en temps, les coûts en investissement sont réduits. Et du coup, on se dit qu'on va développer de la sous-traitance.
et qu'on va avoir une multiplication des sources d'approvisionnement. Mais puisqu'on développe de la sous-traitance, il faut contrôler la qualité. Et là, la dernière mode managériale, on va tous devenir des ISO, ISO 2000, ISO 9000, ISO 15000, etc. Donc, il faut contrôler la qualité. Alors, on voit la chaîne des événements, qui est aussi la chaîne de la pensée sociologique qui suit les événements. Après la flexibilité technique, ben, il faut de la polyvalence. Donc, on entre dans la flexibilité fonctionnelle. Et là, on touche les qualifications, ce qui va nous amener vers les compétences. La flexibilité fonctionnelle, elle relève de politiques de gestion qui occasionnent une polyvalence accrue de l'activité de travail. Et là, on est en train de voir les effets de la technique, les effets positifs. Ce type de flexibilité nécessite de la part des travailleurs un ensemble d'aptitudes afin de maîtriser les différents aspects de l'activité de travail. Aussi, l'organisation du travail s'avère-t-elle davantage fondée sur l'autonomie responsable, selon des modalités qui contribuent à faire éclater les frontières entre les métiers et entre le travail direct et les tâches afférentes. Kern et Schumann, en Allemagne, qui avaient travaillé sur la division du travail, deviennent des marxistes repentis. Ils se disent, on s'en va vers moins de division du travail. Mais c'est un monde merveilleux qui se dessine devant nous. On a une plus grande mobilisation des savoirs et des savoir-faire, un plus grand intérêt de la part des employeurs pour les aptitudes au travail, des modèles de gestion de plus en plus orientés vers le recrutement des compétences plutôt que des seules qualifications. En fait, on recrute de plus en plus des aptitudes, en particulier les habiletés à coopérer, à communiquer, à travailler en équipe et en réseau, à partager les savoir-faire, à développer les responsabilités. On favorise une intelligence pratique, des situations de plus grande mobilité en emploi. Pour plusieurs observateurs, ces premières formes de flexibilité étaient enthousiasmantes. N'assistions-nous pas à l'enrichissement du travail, à la remise en question du taylorisme, à un retour du primat de la personne sur l'outil et sur les moyens de production? Toutefois, cette première vague de changement a soulevé quelques inquiétudes, notamment chez les syndicats. D'autant plus qu'elle fut accompagnée par des changements tout aussi rapides au chapitre des protections d'emploi. Ce qui m'amène à mon deuxième point. En effet, les premières formes de flexibilité furent accompagnées par d'autres mesures. Parce que, voyez-vous, la lecture que l'on doit faire, ce n'est pas celle de la flexibilité technique à fonctionnelle. Il faut faire une lecture de la flexibilité de l'ensemble de la pratique de l'entreprise, qui comprend évidemment ces formes de valorisation du capital, liées au principe de productivité, bien sûr, de flexibilité, bien sûr, mais aussi, et je n'ai pas le temps, mais un principe de sécurité, aussi bien dans les approvisionnements que par rapport aux clients. C'est donc une autre forme de flexibilité qui a été développée, qui nous a frappés de plein fouet dans les années 90, oui, en général, selon les pays. La flexibilité numérique constitue un enjeu majeur, et là, les syndicats se mobilisent. Elle se singularise par l'ajustement des formes d'emploi et du volume de main-d'œuvre aux fluctuations du marché. On est toujours dans la même logique, mais cette fois-ci, c'est la main-d'œuvre qu'on vise. Pour ce faire, les grandes entreprises font de plus en plus appel au travail à temps partiel, au travail temporaire, au contrat à durée déterminée ou encore à forfait. Elles multiplient les recours à un ensemble de pratiques de sous-traitance. Il en résulte une augmentation du nombre d'emplois atypiques et précaires. L'objectif de l'entreprise? Externaliser une partie du travail. Depuis celui qui offre souvent le moins de valeur ajoutée, entretien, restauration, etc. Ce n'est pas notre mission d'assurer l'entretien. On confie ça à d'autres. Ce n'est pas notre mission d'assurer la restauration dans l'entreprise. On confie ça à d'autres. L'avantage, évidemment, c'est que l'autre est un sous-traitant et que les salaires sont 2 fois moins élevés. Et aussi les services spécialisés. D'où la croissance du secteur des services professionnels, qui est très, très forte, qui atteint des taux de 12-14% dans certains pays. Donc, une logique centre et multiples périphéries se dessine, la théorie de la dualisation du marché du travail, se dessine dans plusieurs entreprises et dans nos sociétés.
Au centre, la main-d'œuvre régulière, polyvalente. En multiples périphéries, les emplois à statut précaire et les sous-traitants. Pour toute une main-d'œuvre, on est ainsi passé du travail en miettes que dénonçait le grand sociologue du travail français Georges Friedman. On est passé du travail en miettes à des miettes de travail. À cela viendra s'ajouter la flexibilité financière de différents ordres, mais je ne retiens que la flexibilité financière de type salarial. L'objectif, on est toujours dans la même logique, l'objectif poursuivi est de faire en sorte que les salaires soient davantage sensibles simultanément à l'intensité de l'activité de production et à l'état de l'offre et de la demande sur le marché du travail. Alors, dans ce but, les employeurs s'emploient à ajuster les salaires aux performances de l'entreprise, c'est-à-dire aux gains réels après coup de productivité, plutôt qu'aux gains anticipés, ce qui est un changement majeur pour le système de négociation en Amérique du Nord. Et ça, c'est une remise en question d'une des assises du Fordisme. Alors, pour ce faire, elle développe différentes formules d'intéressement qui consistent à associer la rémunération directe et indirecte des salariés aux performances de l'entreprise, et cela sous différentes formes, primes de rendement, participation actionnariale, etc. Et puis, une troisième vague, celle dans laquelle on est entré il y a première vague, année 2000, et maintenant, on est vraiment dedans. Troisième vague de flexibilité financière, donc qui prend de l'ampleur en ce moment. L'objectif, là ça varie selon les pays, les systèmes sociaux, je sais. L'objectif, arrimer les régimes complémentaires de retraite au marché. Donc convertir les régimes à prestations déterminées en régimes à cotisation déterminée. En faire des régimes à capitalisation et individualisés. Autrement dit, transférer les risques de ces régimes, auparavant assumés par les employeurs et les travailleurs, transférer les risques aux travailleurs seulement, autant que faire se peut. C'est un changement majeur. Nous sommes ainsi, me semble-t-il, passés dans un monde du travail très différent de celui de la fin du siècle dernier, en considérant ces 4 ordres de changement. En gros, les entreprises se sont de plus en plus allégées à la base, grâce à différentes formes d'externalisation du travail et de flexibilité. Mais elles se sont dotées d'une bureaucratie comptable de plus en plus lourde, afin de gérer l'impartition et différentes formes de rationalisation. Mais aussi et surtout, on est en présence d'entreprises où la compétitivité repose de plus en plus sur la mobilisation des travailleurs qui sont dans son cercle central, surtout dans les secteurs de la nouvelle économie, où évidemment la flexibilité technique et la flexibilité fonctionnelle, arrimées à la nécessité de l'innovation, deviennent des piliers. Ainsi, progressivement, par entrelacs, de nouvelles normes managériales se sont-elles affirmées, qui mettent davantage l'accent sur la mobilisation des travailleurs, des travailleuses, selon des modalités qui visent à accroître la participation et l'implication subjective des salariés, soit là où se trouvent les gains d'innovation et de productivité. Comment résumer cela? L'expression « entreprise intelligente » de Quinn, qui n'est pas de moi, résume assez bien les choses, surtout si on se situe là dans les secteurs de l'économie de la connaissance, de la nouvelle économie. En digression, je veux simplement vous dire que dans ma manière de travailler, je ne travaille pas sur l'évolution d'un secteur sur une longue période, ce que j'ai déjà fait pour les pâtes et papiers. Je travaille plutôt sur les secteurs de pointe dans une période donnée. Et la justification du secteur de pointe se fait notamment par la valeur boursière. C'est un argument auquel les économistes ne répondent pas, parce que c'est évident. Mais c'est intéressant parce que ça correspond aussi à la vérité. Et c'est là que les nouvelles formes de travail se développent le plus. Alors, je m'arrête surtout aux formes de mobilisation au travail qu'on retrouve dans les secteurs de pointe, dans l'économie de la connaissance, pour la suite de mon propos. Donc, l'entreprise intelligente, c'est-à-dire, en gros, capable de répondre aux incertitudes et d'innover, dans laquelle les partenaires, ça c'est les salariés, par l'intériorisation des normes et des finalités du marché, la culture client, s'autorégulent de manière autonome, évidemment supportée par les managers, tout en étant responsables de leur performance.
Ce modèle de gestion fait appel, en fait, ce n'est pas un modèle, je dirais, cette doctrine de gestion fait appel à différents modèles, évidemment, mais une des idées clés, c'est d'accroître l'implication subjective et l'autonomie responsable des salariés, employés et cadres. Il se comprend à la lumière du fait que les performances de l'entreprise dépendent de plus en plus de la volonté des salariés de mettre en contribution leur savoir-faire et leur créativité au profit de l'organisation. Et aussi en raison du fait que les normes de performance, c'est quand même fondamental, doivent continuellement être révisées. Alors, comment résumer cela? Alors, je crois que ces nouvelles pratiques managériales présentent en général 5 grands traits de caractérisation et des modalités évidemment multiples. Premièrement, me semble-t-il, elles reposent sur un système d'organisation dans lequel les travailleurs sont enserrés entre sujétion à la logique du marché et hyper-responsabilisation. Sujétion à la logique du marché par des emplois externalisés, bien sûr, mais parce qu'il s'agit, pour l'essentiel, d'organiser le travail afin de favoriser un lien direct entre le marché client et les salariés, par la gestion de projet ou autre. C'est-à-dire qu'on amène de plus en plus les gens dans les entreprises à être en contact avec le client, qui va d'ailleurs les évaluer. Et donc, là, il y a un phénomène, une construction très réelle où l'omniprésence du client introduit une forme de suggestion. Le mot suggestion n'est pas en soi négatif. Hein. C'est une forme de réponse à une demande qui n'est pas en soi dans la proximité de gestion, mais qui se retrouve par rapport au marché. Et donc, on joue cette carte-là à fond et avec toutes sortes d'outils. Une formule d'intéressement liée aux résultats du marché client, des évaluations du client. On va favoriser aussi, dans certains cas, des formes de semi-auto-employabilité. On devient un peu un gestionnaire à mi-chemin entre l'entreprise cliente et notre propre entreprise. Donc, il y a toutes sortes de formules à l'intérieur de cela. Donc, c'est un premier élément. Un deuxième élément, c'est que ces formes de management visent à accroître la mobilisation subjective des salariés en s'appuyant essentiellement sur le passage de la gestion individualisée à la gestion personnalisée, qui est un axe fort, et puis le développement, c'est logique, le développement d'une GRH, d'une gestion des ressources humaines, à la carte. On parle souvent du GRH marketing, arrimé à la gestion des besoins de réalisation de soi. Alors, il s'agit en gros de miser sur la singularité des personnes. Il s'agit de favoriser la transaction subjective. Donc, le concept de relationnel remplace le concept d'échange. Il s'agit de personnaliser les liens au travail sur les bases indiquées. D'abord, une GRH à la carte. Dans les limites du possible, en somme, offrir aux salariés le choix des modalités de rémunération globale selon différentes options. Ajuster les formations à des parcours professionnels personnalisés. Tenter d'ajuster les conditions d'exercice du travail aux attentes, horaires et lieux de travail, approche family-friendly, approche senior adjustment, programme d'aide aux employés, etc. Et ceci, ce qui est important, hein, c'est très important, ceci correspond parfaitement aux besoins et aux attentes de la main-d'œuvre, ce que nous avons bien vu dans des enquêtes sur la signification du travail. Pour les syndicats, c'est un enfer, puisque dans cette représentation des choses, l'image qui est envoyée du syndicat, c'est une organisation qui fonctionne tapis mur à mur, la même chose pour tout le monde, et qui ne tient pas compte de votre singularité, ce que nous faisons. Arrimer les besoins de réalisation de soi aux objectifs de l'entreprise, alors donc on est dans un classique, mais c'est quand même jugé fondamental, surtout pour les positions de professionnels et cadres. Donc, tracer des ponts entre les objectifs de développement personnel et ceux de l'entreprise, afin d'accroître, bien sûr, la fidélisation, mais aussi, surtout, l'implication subjective des travailleurs. Donc, la logique développement personnel, développement des compétences, culture de l'apprentissage continu, est un axe qui est central.
Autre élément, troisième voie, accroître simultanément l'autonomie et la responsabilisation des salariés et les formes de contrôle. Autonomie dans le choix des moyens appropriés à mettre en œuvre, autant que faire se peut. Utilisation, bien sûr, de l'intelligence des salariés pour faire face à l'inattendu. Miser sur la réactivité forte, l'innovation, ce qui nécessite la mobilisation de la subjectivité des salariés. Empowerment, c'est-à-dire développer les capacités de chacun, hein, c'est un élément fondamental. Mais cette autonomie responsable qui s'oppose au contrôle direct est soumise à des formes de contrôle extrêmement élevées et qu'on peut examiner de la façon suivante. Un contrôle de proximité interne et externe, et puis un contrôle distancé. Contrôle de proximité externe en raison de la relation de plus en plus grande avec le client, qui est toujours en train de vous évaluer pour à peu près n'importe quoi. Et puis une proximité interne, mais qui se joue à l'horizontale à travers les équipes de travail, et qui a une certaine validité d'ailleurs, surtout dans les cultures de projet, puisque les membres de l'équipe changent. On a donc une constante de comportement vue à travers les diversités, des cohésions de groupe sur le projet, mais pas nécessairement des cohésions de groupe sur une longue durée, parce qu'il y a quand même une compétition pour savoir qui aura les meilleurs projets. Donc, vous voyez, un contrôle de proximité interne et un contrôle de proximité externe, et puis un contrôle distancé, avec le data control, les données surtout. Et là, on entre dans des formes assez intéressantes. En gros, on a une modification des pratiques de management qui sont intéressantes, puisque, en fait, le manager, il ne vous évalue pas. Hein? Il vous aide dans l'évaluation que vous faites de vous-même, devant les faits qui sont devant vous, et il vous aide à comprendre les aptitudes qui vous manquent, les besoins de formation qu'il vous faut, votre degré d'alignement sur les orientations stratégiques, enfin bon, vous voyez. Et puis après, on passe à l'autre étape, c'est-à-dire superviser le processus d'autonomisation et de responsabilisation des résultats. Et là, alors, le soutien est là, coaching, entretien individuel, retour sur les évaluations marché client, le tout pour cheminer vers une auto-évaluation et une auto-responsabilisation de ces défis qu'on a su relever ou non. Et voilà. L'auto-évaluation, donc, elle est fondée sur le data control, qui est en train de devenir la nouvelle forme d'autorité. Dans le Harvard Business Review, on en a fait une priorité au sein des organisations. Voilà. Alors, tout cela, je n'ai pas le temps ici, tout cela, mais ça a été fait par des collègues, tout cela repose sur certaines conceptions, souvent une vision humaniste autoproclamée, avec quelques lignes de force, l'autonomie, jouer sur l'autonomie, jouer sur l'apprentissage, le développement des compétences, le dépassement de soi, jouer sur la reconnaissance, qui sont des éléments importants, et toujours être attentif aux transformations culturelles, donc aux attentes de la main-d'œuvre. Je suis toujours, vous me suivez bien, dans ces secteurs de la nouvelle économie. Et juste par digression, je suis conscient que, parlant de ce dont je vous parle des grandes entreprises, parce qu'assez paradoxalement, les petites entreprises de ces secteurs ont un mode de fonctionnement transactionnel instrumental total. Parce qu'on y entre, on y sort, on est impliqué au travail, engagé au travail, mais pas impliqué auprès de l'entreprise, parce qu'on a un contrat de 2 ans, on sort. Donc, il y a un autre monde, là, qui est celui du logiciel, qui n'est pas la même chose que les grandes entreprises. Hein. Bon, ça serait long à développer, mais ce que je vous décris là, ce sont les grandes entreprises très innovatrices et très solides. Je vais résumer quelques éléments clés. D'abord, c'est un fait, à partir, en gros, chez nous, en tout cas au Canada, c'est à partir des années entre 1990 et 1994. La récession de 90,
C'est la récession où le secteur secondaire s'est effondré. Les hommes de 55 ans et plus ont perdu des emplois par centaines de milliers en Amérique du Nord. C'est le secteur secondaire, en fait, qui est remis en question. Et à partir de ces années-là, d'ailleurs, il y a eu des changements importants. Et là, on se rend compte que par rapport aux 3 grands axes, les entreprises recrutent de moins en moins de l'expérience, recrutent une qualification de niveau, mais non pas le niveau le plus élevé de qualification, et surtout recrutent des aptitudes, habiletés, d'analyse, de synthèse, de communication, etc. Et un ethos, c'est-à-dire un ensemble de valeurs. Les valeurs, c'est ce qui est valorisé. Un ensemble d'attitudes. Les attitudes, c'est un ensemble de prédispositions à, qui permettent un alignement dans les systèmes normatifs par rapport aux normes. Donc, ils sont beaucoup plus sensibles qu'elles ne l'étaient, du moins à partir de ces années 90 à 95, empiriquement en tout cas. Capacité d'autogouvernance, bien sûr, promouvoir l'implication subjective, bien sûr, contrôle des résultats avec culture de la performance, voilà. Alors, au total, pour terminer, ces nouvelles formes de management, qui ne sont pas généralisées, mais tendent à se répandre, du moins dans les secteurs de pointe, nous inscrivent, me semble-t-il, dans un nouveau monde du travail, dans un modèle assez inédit de pouvoir et de subordination. Et celui-ci, me semble-t-il, est fort éloigné de l'ancien modèle. En caricaturant un peu, pas trop, on pourrait dire que les entreprises proches de ce nouveau modèle productif n'engagent plus la force de travail, mais la personne. Elles ne dirigent plus un travailleur, mais le guident dans son auto-évaluation. Elles ne sanctionnent plus le non-respect des consignes, mais amènent le travailleur à comprendre les motifs profonds qui inhibent son esprit d'initiative et expliquent ses faibles performances. Elles ne produisent plus un plan de carrière, mais un plan de développement personnel. Elles ne lui prescrivent plus des tâches, mais favorisent l'autoprescription des bonnes attitudes à la source des comportements attendus. Bref, idéalement, l'organisation ne s'impose plus à lui, car il est un partenaire, principal responsable de ses réussites et de ses échecs, qui sont aussi bien les siens que ceux de l'organisation. Au demeurant, l'entreprise gère de moins en moins des conflits collectifs de travail et arbitre de plus en plus des tensions interpersonnelles, tout en se disant préoccupée par les problèmes de stress et de santé psychologique, de plus en plus nombreux, et dont les incidences quant à l'implication subjective au travail sont majeures. Merci. Merci beaucoup. J'ai juste une question de compréhension. Vous disiez que votre propos traitait des grandes entreprises innovantes. Pour le management, oui. Voilà, pour ce qui était du management. Et finalement, en termes du point de vue du travail, comment s'effectue la bascule? Comment avez-vous vu peut-être qu'elle s'est effectuée entre des start-up à un certain moment qui sont devenues des grandes entreprises innovantes et qui ont coulé? Je pense par exemple à Yahoo, qui a été exactement dans le cheminement, enfin il me semble, historique de ce que vous racontiez, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une forme de très petite entreprise qu'on traite pas ici, j'entends bien, à une grande entreprise très innovante, presque omnipotente sur son marché, qui elle n'a pas tenu, alors que des entreprises comme Microsoft ont à peu près la même histoire, je dirais, d'inscription dans le temps, mais ont un tout autre modèle. Est-ce que ça a été étudié? Est-ce que le levier pour qu'une entreprise tienne ou pas dans ces nouveaux modes de management, dans l'époque qui nous occupe, puisque à peu près c'est Yahoo, la fin de Yahoo, c'est 2008 à peu près de mémoire. Est-ce qu'on a des éléments là-dessus sur le moment de la bascule et ce qui fait que la bascule se fait ou pas, du point de vue du travail, hein, j'entends. Oui, Daniel, je voulais vous poser une question qui est aussi liée à la réflexion qu'a l'Université Paris-Saclay. J'en profite. Alors, une des questions que se pose l'Université Paris-Saclay, c'est comment produire les travailleurs de demain, d'une certaine façon. Évidemment, il y a plusieurs segments de qualification qui sont concernés, mais je vais me focaliser sur le segment supérieur et je vais me focaliser notamment sur le débat que nous avons sur, en France, la prééminence des formations Bac+5 ingénieurs
ou management versus la formation par le doctorat. Alors pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'un des implicites, je crois, de cette question, c'est de savoir si des personnes formées par l'autonomie de la démarche scientifique, la thèse, ont de meilleures chances de jouer leur propre partition que des jeunes gens et des jeunes filles formés avec des systèmes de formation qui ont déjà intégré, qui sont performatifs, c'est-à-dire qui ont déjà intégré ce que vous nous avez expliqué. Parce que c'est très frappant de voir que quand on décortique des formations d'ingénieurs ou de management en France, elles contiennent une théorie du travail, implicitement, qui est exactement de produire ce que vous avez fort bien dit, c'est-à-dire des aptitudes et un ethos. Toute la réorganisation des formations ingénieurs ou de management sur l'entrepreneuriat, sur l'autonomisation, sur l'autonomie. Cette combinaison entre entrepreneuriat, technologie, goût des technologies, French Tech et tout ça, va là-dessus. Donc, je vous interroge là-dessus, c'est une question un peu, peut-être un peu, qui appellerait peut-être des discussions prolongées, mais même au sein du patronat français, par exemple, cette question se trouve posée. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on ait un nouveau type de salarié à travers, par exemple, le docteur, plutôt que l'ingénieur ou le titulaire d'une école de management? C'était un peu la même question, c'est-à-dire qu'à l'impact, c'est tous ces constats-là, donc l'évolution du travail en général, a évidemment sur le rôle des universités aujourd'hui, qui sont censées former ces futurs salariés. Et vous avez parlé me semble-t-il, de formation tout au long de la vie. Est-ce que c'est évidemment un secteur clé pour, par exemple, l'université, puisque elle doit sans doute répondre sans arrêt et en continu à la demande des entreprises qui est de plus en plus rapide. Donc, vous avez parlé d'adaptabilité. Quand on prend un étudiant en première année et qu'effectivement on doit le mener à Bac+5 ou même à Bac+8, est-ce qu'il n'y a pas là, entre-temps, un énorme changement de la part des entreprises déjà voilà, en termes de demande de contenu? Et donc on se pose la question aussi, quid des contenus disciplinaires dans cette folle course voilà, à l'adaptation au nouveau mode, puisqu'en fait c'est plutôt les savoir-être que finalement les compétences en tant que telles qui sont recherchées par les grandes entreprises. Et, je vais d'abord commencer par la première question, et comme ça, en répondant aux deux autres, je serai pardonné, parce que je ne suis pas en mesure d'évaluer pourquoi il y a eu une telle chute dans le cas en question. Ce que je peux dire, cependant, c'est que l'un des enjeux clés pour ce genre d'entreprise, c'est la protection de leur savoir et le contrôle de leurs ressources. Et ça prend quelques personnes qui quittent et qui lancent une autre entreprise à côté pour les faire couler. C'est un élément central. C'est d'ailleurs pour ça que dans plusieurs entreprises, on a une sorte d'intrapreneur, c'est-à-dire que vous pouvez travailler 3 jours pour l'entreprise et 2 jours pour vous au sein de l'entreprise. Et vous avez une part sur le produit nouveau. Ce problème de fidélité de main-d'œuvre, parce que là, vous vous référez à la Californie, en fait. Là. Pour eux, c'est une question vraiment centrale. Là. Mais pour eux, vous savez, c'était comme ça aussi à l'époque. Hein? Les mécaniciens ajusteurs outilleurs n'avaient pas le droit de quitter l'Angleterre pendant un certain temps. Je veux dire, et l'industrie anglaise, elle a bien réussi en volant le savoir-faire des Pays-Bas. Je veux dire, cette main-d'œuvre clé, ça a toujours quand même été une grande question. Alors ça, c'est pour répondre à peine à votre première question. Sur les deux autres questions, alors là, vous soulevez quelque chose de central. C'est un débat, un débat qu'on a partout et que vous avez peut-être ici. Chez nous, on a un débat, par exemple, entre le ministère de l'Éducation et puis le ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Alors, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité, ce qu'il veut, c'est des gens au travail. Et si vous lui retrouvez un poste, voilà, on réduit le nombre de personnes qui dépendent de l'État et c'est parfait. La logique de formation, donc, soutenue
par emploi et solidarité, c'est, eh bien, il y a un manque de mécaniciens, de machines à coudre. Donc, on vous donne formation de 5 semaines, puis voilà, on retourne cela. Au ministère de l'Éducation, il faut développer des habiletés générales, il faut développer des capacités d'analyse, des capacités de synthèse, donc on prolonge. Alors, dans le fond, c'est là une question de fond, c'est-à-dire quel est l'équilibre entre les besoins immédiats et la capacité de faire face à l'inattendu et de garder la flexibilité pour l'avenir. C'est à partir de ces 3 questions, de la manière de traiter ces 3 questions, que je poserai le problème. Et j'en ajouterai un autre, peut-être en ce qui concerne, disons peut-être les formations que vous évoquez, les formations d'ingénieurs, peut-être dans votre pays, s'assurer qu'ils ont une certaine capacité de faire remonter les choses, notamment les innovations, de la base vers le sommet, et qu'ils n'ont pas une logique hiérarchique, top-down, trop forte. Ça ressort souvent, ça, comme problème. Donc, ça peut tenir justement aux formations qui ont même précédé celles des grandes écoles d'ingénieurs, des écoles où ils sont passés avant, c'est-à-dire de leur sensibilité aux dynamiques de base. Mais en réponse à votre question, d'abord, j'ai donné 3 éléments, mais c'est assez typique, hein? Je pense, les hautes études commerciales à Montréal. Bon, ils ont une formation Master Sciences, Master Appliqué. Puis les meilleurs, c'est Master Sciences. Pourquoi? Ben, les meilleurs, qu'est-ce que ça veut dire, ça, les meilleurs, premièrement? C'est les meilleurs pour qui? Pour quelle situation? Évidemment, les meilleurs pour une entreprise qui va embaucher des jeunes, qui va avoir de la polyvalence, etc. Mais ceux qui sont plutôt dans l'autre type de master, souvent, ben, c'est des gens qui ont de l'expérience et ils sont déjà ingénieurs, ils viennent chercher une formation supplémentaire. Ils offrent peut-être quelque chose de plus ailleurs. Donc, est-ce qu'il y a un modèle unique? Je ne suis pas convaincu. Est-ce que, finalement, les qualifications et les compétences liées au savoir académique et par rapport à des savoirs plus empiriques, est-ce que ceci est mieux adapté pour demain? Moi, je ne sais pas s'il faut poser ça comme ça. Je me dis peut-être que justement, c'est dans cet entrecroisement que ça doit se faire. D'introduire un peu plus de fondamental en termes de capacité d'analyse, de synthèse et de questionnement des procédés, d'un côté, et puis de l'autre, de rappeler qu'un savoir qui n'est pas en mesure de permettre de régler un problème quelconque, ben, c'est un savoir dont la distance est peut-être trop grande par rapport à la vie. Alors, c'est peut-être pas une réponse satisfaisante, mais ce qui me semble fondamental, c'est de poser la question plutôt à partir des qualifications et des compétences recherchées. Et vraisemblablement que le problème qui se pose, c'est justement le problème de la transition entre les qualifications et les compétences. Parce qu'on a beau dire que les compétences, ça devient de plus en plus important, mais c'est toujours commode d'avoir un pont qui ne tombe pas. Non, mais c'est ça. C'est comment on concilie des qualifications fondamentales, l'expertise et ces éléments. Et il faut éviter aussi chez ceux qui se veulent à la fine pointe de dénigrer les qualifications de base. Ces éléments de base donnent une solidité technique qui ne doit pas être négligée. Mais alors, encore faut-il ne pas s'y laisser enfermer. C'est à peu près ça la réponse que je donnerais, mais elle repose aussi sur une certitude. La rapidité des changements est telle que je ne vois pas comment on peut anticiper que ce rythme de changement va diminuer. J'ai beaucoup de difficultés à envisager cette hypothèse. Donc, les capacités d'adaptation, d'analyse, de synthèse sont des savoirs fondamentaux. On espère qu'elles sont bien développées dans les corpus de doctorat, là, parce qu'en plus, on peut avoir des docteurs qui ne les ont pas. Ça, c'est autre chose. Mais c'est des éléments qui doivent être en place. Et puis, je dirais, une capacité de voir les effets
les effets contre-productifs, les effets pervers des prises de décision. L'analyse des décisions, de la prise de décision, c'est quelque chose qui n'est pas secondaire là, comme thème. Attendu les effets, généralement les effets pervers de chacune des décisions. C'est rare une décision qui n'a pas d'effet inverse, sous certains axes. Voilà. Merci.